Bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News en direct pour l'échiquier international. Le Sahara occidental, un dossier qui reste en suspens et les raisons de ce blocage sont connues. On va encore une fois les aborder dans ce numéro de l'échiquier international et tenter d'analyser les derniers développements dans les positions des différents acteurs. On va ce soir s'intéresser particulièrement à la position des États-Unis. Dans ce dossier, la position américaine est, il faut le reconnaître, déterminante pour faire avancer le processus. On en parlera avec nos invités dans un instant. Restez avec nous. Alors le débat de ce soir concernera donc, je vous le disais, le dossier du Sahara occidental. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Elkanti Balla, militant et diplomate sahraoui. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris et sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Saïd El Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir Monsieur El Ayachi. Bonsoir, salam alaikum et mes amitiés à Kanté. Et nous tentons de joindre Oubi Bouchraïa Bachir, diplomate sahraoui. Il sera en direct avec nous depuis les camps des réfugiés sahraouis. Alors avant de lancer le débat sur le thème de l'émission, je vous propose dans un premier temps d'évoquer cette visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Portugal. Et il a été question justement du Sahara occidental lorsque le président portugais a clairement soutenu une résolution onusienne du dossier du Sahara occidental. On l'écoute. Nous avons une position fixe qui respecte le rôle et les décisions des Nations Unies en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental. Nous voulons faire un travail démocratique qui satisfasse tout le monde. Notre position est fixe. Alors on vient d'écouter l'intervention du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa sur justement le Sahara occidental. Saïd El Ayachi, plus aucune ambiguïté dans la position portugaise vis-à-vis de la question sahraoui. Finalement, les informations relayées par la presse marocaine sur un soi-disant soutien du présumé plan d'autonomie n'ont aucun fondement. En tout cas, d'abord, puisqu'on parle de presse marocaine, on connaît l'expertise de cette dernière dans les déformations, les mensonges et les perversions des textes, y compris jusqu'à des déclarations officielles. Il est clair que maintenant, au niveau donc, de la position portugaise, il nous suffit de savoir que le Portugal, comme beaucoup de pays, beaucoup de pays soutiennent donc le processus onusien. Oui. Ce processus onusien lui-même est basé sur le droit international, et le droit international, sans aucune ambiguïté, reconnaît au peuple sahraoui les bénéfices du référendum. C'est tout ce que demandent les Sahraouis, qu'on leur organise le référendum de termination. Maintenant, les à côté, parce qu'il faudra peut-être arrondir les angles, parce que peut-être il faudra garder des relations cordiales, parce que ceci, qu'on parle de la position marocaine qui pourrait être intéressante, rien n'interdit de dire cela dans un communiqué. Ce qui est important pour nous, c'est que le pays en question soutienne le processus de l'ONU qui reconnaît, lui, l'autodétermination au Sahara occidental. Souvenez-vous que dans quelques déclarations, on a eu quelques ministres des Affaires étrangères de pays qui ont visité le Maroc et qui disent « Nous soutenons l'intégrité territoriale du Maroc. Oui. » Mais bien entendu qu'ils soutiennent l'intégrité territoriale du Maroc. L'Algérie soutient l'intégrité territoriale du Maroc dans les frontières internationalement reconnues. Oui. Il est clair. Donc, si jouer sur la sémantique, jouer sur les mots dont la presse et le Marzen sont experts en la matière, qui fait qu'on veut faire avaler aux gens un changement de position, évidemment qui diffère totalement de ce qui s'est passé avec l'Espagne. Elkanti Balla, sur la position portugaise, il est important de lever toute ambiguïté sur ce dossier. Absolument. Pour aux téléspectateurs, ils doivent être au fait qu'effectivement, on a eu dans la presse marocaine des mensonges éhontés concernant des déclarations présumées d'officiels marocains, portugais, et lors de la visite du Premier ministre
marocain. Il n'en est rien, évidemment. Le Portugal n'avait pas parlé de cette question du moment de la visite du Premier ministre marocain. Et là, maintenant, il affirme sans équivoque que le Portugal est en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et pour l'application de l'autodétermination. Donc, effectivement, la position du Portugal est tout à fait conforme au droit international et ceci nous suffit évidemment. Alors, si le Portugal a décidé bien de lever toute ambiguïté sur sa position vis-à-vis du Sahara occidental, d'autres acteurs, disons-le, plus influents dans le dossier, ont une position pas très claire sur le dossier. On va citer justement, on va parler aujourd'hui de la position des États-Unis, Saïd El-Ayachi. Comment percevez-vous, quelle est votre analyse sur la position américaine? Moi, je crois qu'il faut reconnaître aux États-Unis, en tout cas, un comportement responsable de grande puissance. Les États-Unis, conscients de ce statut à l'échelle internationale, d'abord, souvenez-vous, ils avaient d'une certaine façon contourné le décret scélérat de Trump, qui lui a carrément dynamité le droit international en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur un territoire qui n'est pas le sien. Ça d'une part. Mais d'autre part, on a vu depuis l'arrivée de l'administration Biden comment les choses ont évolué petit à petit. Si on les prend comme ça de mémoire, donc les manœuvres militaires Lion qui ne sont pas déroulées au Sahara occidental comme voulait le faire croire le Makhzen, le faire valoir lui-même du décret de Trump qui n'a pas marché du tout, que oui. Les États-Unis ont superbement ignoré. Et puis, dès que l'administration Biden a été aux affaires, il a eu tout de suite la relance du processus onusien, le processus de paix oui. Parrainé par l'ONU, avec la nomination de Mistura, oui. Qui, on se rappelle que 28 mois durant, le poste d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU était vacant. Mais vous êtes d'accord avec moi, Saïd El-Ayachi, qu'on a d'un côté un président américain qui a voulu d'ailleurs rompre avec les décisions de son prédécesseur, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais d'un côté, on a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a une approche plus nuancée. Non, de toute façon, vous savez, aux États-Unis, il y a une règle, pour ceux qui connaissent, j'allais dire, le fonctionnement de cet État. Tout se négocie. Tout se négocie à l'intérieur de l'établissement américain, c'est-à-dire entre la Maison-Blanche, le département d'État, le Pentagone, le Congrès, bien entendu, parce que la décision du Congrès est importante. Et donc, bien sûr, on peut dire que Blinken peut-être est nuancé, mais Blinken n'est pas toute la politique, il n'est que le porte-parole de ce qui est décidé au Congrès par la Maison-Blanche. Oui. Et je voudrais ajouter qu'en tout cas, malgré qu'on peut, si on peut taxer Blinken d'une position plus ou moins pro-marocaine, si je comprends ce que vous voulez dire, il n'en est rien du tout sur le terrain parce qu'il est porteur d'une ligne de conduite qui est définie par plus haut que Blinken. Il est partie prenante, mais il n'est pas le seul à la décider. Et on a vu dernièrement, donc avec cette réunion qui devait se réunir à Dakhla, où les Marocains... Vous parlez du sommet du Negev. Par les Marocains, qui carrément a été refusé par les États-Unis. Pourquoi? Au titre que Dakhla n'est pas le Maroc. Comme d'ailleurs les États-Unis, après que Trump aurait donné son accord par l'intermédiaire de son ambassadeur sioniste qui se trouvait à Rabat à ce moment-là, l'ouverture d'un consulat à Dakhla a été totalement bypassée, a été oubliée. Oui. Et donc ce sont tous ces signes qu'il faut amasser pour dire que quand même le comportement de l'administration Biden est responsable et conforme à son statut de grande puissance. Tout ce que nous voulons, nous, c'est que le droit international soit respecté et pour le moment, les États-Unis font respecter le droit international. Je parle de ce dossier, je ne parle pas d'autres dossiers à travers le monde. Mais ici, ils ne franchissent pas le pas d'aller à l'encontre du droit international et c'est tout ce qui nous intéresse. Kantibala, votre point de vue sur cette approche défendue par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken? Oui, tout à fait. Nous avons vu le communiqué du département d'État. C'est tout à fait à la hauteur d'un pays comme les États-Unis, qui est quand même le pen holder
dans les résolutions concernant le Sahara occidental. C'est un pays très influent concernant les résolutions. C'est vrai qu'ils n'ont pas agi tout à fait comme le peuple sahraoui le souhaitait, c'est-à-dire en appliquant le plan de règlement dans un délai tout à fait raisonnable. On en est à la 30e année dans son application, mais on garde toujours dans ces résolutions suggérées par les États-Unis le droit, toute solution respectant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Comment expliquer cette position justement nuancée des États-Unis sur le dossier? Comment expliquer que les États-Unis ne bougent pas assez en faveur de la question? Bien justement parce que les pays influents au Conseil de sécurité sont allés dans une voie du chapitre 6 qui cherche une solution mutuellement acceptable. C'est une malheureusement approche, il faut s'en rendre compte, qui n'a pas donné des résultats tangibles en faveur de ce que le Conseil de sécurité envisage de faire, c'est-à-dire résoudre le conflit. Je ne dirais pas le conflit, sinon lever l'agression du Maroc contre le peuple et le Sahara occidental conformément au droit international, c'est-à-dire condamner d'abord l'agression. Ça a été fait à travers la résolution 380 du Conseil de sécurité en 1975, tout le monde s'en rappelle, nous avons cette résolution, et par la suite, après cette résolution, il fallait que les Nations Unies assument ses responsabilités, parce qu'il s'agit tout de même de sa responsabilité, c'est la résolution 1514 qui lui donne le devoir de décoloniser un pays sous domination coloniale, dans ce cas le Sahara occidental. Les résolutions du Conseil de sécurité, tant qu'ils maintiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, on reste sur le bon chemin. Maintenant, il faut effectivement, des voix se sont élevées pour que le Conseil de sécurité soit plus résolu dans la levée de cette injustice et finalement donner force au droit international et à sa crédibilité en tant qu'institution garante du droit international. Je pense que les choses bougent petit à petit. Vous avez vu la déclaration du département d'État qui ne mentionne pas ce que souhaitait M. Bourita. Oui. Et nous avons, en termes de peuple sahraoui et de Front Polisario, repris la lutte armée, qui est une façon de dire que nous maintenons une solution fondée sur le plan de règlement, fondée sur ce qui a été la raison d'être de la MINURSO, et en même temps, vu que nous avons à notre troisième décade de non-paix et non-guerre, nous avons aussi l'autre possibilité d'arracher le droit du peuple sahraoui par la résistance armée, qui reste quand même légale et légitime, étant donné l'agression caractérisée du Maroc et le fait de passer outre ses frontières internationalement reconnues. Alors, bien que la position des États-Unis reste plus ou moins ambiguë, Saïd El-Ayachi, la situation est rassurante. On vient d'écouter l'intervention de El Kantiballa. Qu'en pensez-vous? Oui, j'y adhère. Je voudrais, à votre question éminemment pertinente que vous avez posée à propos de cette ambivalence, si on peut se permettre, des États-Unis sur la question du Sahara occidental, proposer l'explication suivante. D'abord, il faut qu'on se rappelle que le Maroc, durant la guerre froide, a été un allié des États-Unis. Les États-Unis avaient des bases militaires sur le territoire marocain. Et donc, un allié connu, répertorié. Oui. Mais il y a une conviction profonde chez les Américains, qui d'ailleurs est partagée par les Européens. S'il y a un référendum d'autodétermination, les Sahraouis n'en ont pas douté une seule seconde, choisiront l'indépendance. Si le Sahara occidental devient indépendant et donc échappe à la politique du trône, du roi, du Makhzen, c'est l'effondrement de la monarchie marocaine. Oui. Or, ni les États-Unis, bien sûr d'abord, mais aussi certains États européens, pour ne pas dire tous, ne veulent pas de l'effondrement de la monarchie marocaine. Oui. Et voilà le dilemme dans lequel ils se trouvent. D'un côté, le droit international du côté des Sahraouis, ils ne peuvent pas échapper au droit international. Mais cela ne profite pas au peuple sahraoui. Sauf si elle est violée comme Trump l'a fait. Mais de l'autre côté, ils ne veulent pas aussi l'effondrement de la monarchie marocaine pour différentes raisons dont il sera trop long d'en expliquer ici les tenants et les aboutissants. Oui. Et donc, voilà pourquoi il y a d'abord cet atermoiement des États-Unis et de l'Europe. Vous savez, tous les pays européens reconnaissent, soutiennent le processus politique.
On l'a vu avec le Portugal, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de trucs. Oui. Mais peut-être qu'en dessous, on ne sait pas. Et donc cette ambivalence des États-Unis n'est pas seulement l'apanage des États-Unis. Elle est aussi partagée par... Pourquoi ? Pour cette hantise de voir l'effondrement de la monarchie marocaine. Oui. Sauf que les Sahraouis, comme ceux qui les accompagnent, disent on ne peut pas sauver un régime, encore plus un régime féodal, sur les dépouilles des Sahraouis. Et donc il faut d'abord faire triompher le droit international, qui est le soubassement des relations internationales, et ensuite trouver une solution pour le roi et son avenir. Alors cette ambivalence dont vous parlez de la position américaine ne semble pas satisfaire en tout cas le régime marocain, puisqu'on parle actuellement de tensions entre le Maroc et les États-Unis, notamment en ce qui concerne la tenue de ce sommet du Negev qui était initialement prévu en mars et qui a été donc retardé. Parmi les raisons évoquées, c'est ce désaccord entre Washington et Rabat sur le lieu de la tenue de ce sommet El Kantibala. Oui, je pense que les déceptions du régime marocain et ses attentes vis-à-vis de ce grand pays et les États-Unis s'amplifient de jour en jour. D'abord, le fait que la nouvelle administration Biden n'ait pas donné effet à la déclaration partisane de Trump, et le fait que tout ce qui va au-delà de cette déclaration est tombé à l'eau, ça a mis quand même le Makhzen dans une situation extrêmement difficile. J'ajoute que, par ailleurs, non seulement la nouvelle administration avait désavoué ce que pensait Trump, mais sont allés dans une voie qui conforte le droit international. Et la dernière déclaration que j'ai mentionnée du département d'État avait carrément irrité le Makhzen, qui voyait que le soutien des États-Unis ne va pas comme il voulait. Rappelons que la propagande du Makhzen tout au long de ces dernières années, et l'affaire est conclue, le Maroc a triomphé, et finalement, chemin faisant, il n'en est rien. On est encore au plan de règlement, on en est encore à l'application du droit du peuple à l'autodétermination, et c'est ce que montre l'administration américaine jour après jour à travers ce que vous avez dit, le refus du sommet de Dakhla et le refus d'établir un consulat et tout le package dont il rêvait les yeux ouverts le Makhzen marocain. Et en fait, si les États-Unis voulaient rester un acteur qui définit les règles internationales, ou du moins qui les influence fondamentalement, elle doit absolument être exemplaire concernant le cas du Sahara occidental, car c'est un cas tout à fait clair et exemple. C'est un cas d'école qui pourrait donner espoir quelque part à toutes ces nations en début de conflit élargi, que finalement les Nations Unies ont encore un rôle à jouer. Et commençons par le Sahara occidental, dont la résolution pourrait être extrêmement simple. Appliquons le plan de règlement tel qu'il est accepté par les deux parties, les Nations Unies et l'Union africaine, et laissons au peuple sahraoui la possibilité d'un jour de s'exprimer librement et choisir ce qu'il veut. Voilà un exemple qui pourrait effectivement donner force au droit international, aux Nations Unies, et renforcerait quelque part un monde multilatéral fondé sur le droit de la force et non pas sur la force, sur la force du droit, oui, et non pas sur le droit de la jungle. Saïd El Ayachi. Le régime marocain et le Makhzen sont inquiets, ils ont raison de l'être. Ils ont raison d'être inquiets parce que les perspectives qui se profilent à l'horizon ne sont pas bonnes pour eux, surtout lorsqu'on prend en considération la inévitable reconfiguration des relations internationales et par conséquent la multipolarité qui ne peut être qu'au bénéfice des peuples en lutte, comme le peuple palestinien et le peuple sahraoui, puisqu'il y aura plus d'équilibre dans le relations. Il n'y aura pas de diktat de l'Empire américain, il y aura une discussion avec l'équilibrage dans la résolution des conflits selon un droit international qui sera encore une fois à l'ordre du jour. Et à ce moment-là, ça ne peut être
que des avantages du Maroc et de l'entité sioniste. Donc et on alors, peut qualifier, on peut et alors dire que comment le Maroc... comment va venir ces choses-là qui se profilent à l'horizon? C'est dans un avenir très proche. Le Maroc a raison d'être inquiet et là, il presse ses amis qui d'ailleurs, en secret, nous l'avons dit tout à l'heure quand on a parlé d'ambivalence, qui en secret, hors micro si vous voulez, le rassurent et lui disent nous vous protégeons, nous sommes là, nous ne laisserons pas faire, etc. Mais qui, à la lumière du jour et de façon publique, ne peut pas aller à l'encontre du droit international. Et donc, lui, maintenant, qui va venir, le triomphe du droit international est probablement plus ou moins, le terme peut-être est trop fort, mais un déclassement des États-Unis, à ce moment-là, il n'est plus assuré d'être protégé comme il l'est maintenant, ni lui, ni l'entité sioniste d'ailleurs. Justement, El Kantiballa, on peut clairement dire qu'actuellement, le régime marocain est carrément perdant en normalisant. Ni l'entité sioniste n'a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ni encore les États-Unis. Écoutez, comme je l'ai souvent dit, l'entité sioniste et le Maroc sont deux régimes qui pratiquent l'occupation illégale. Les deux régimes agissent pour fossoyer le droit international. Les deux systèmes empêchent le peuple palestinien et sahraoui d'accéder à leurs droits, à leur État indépendant, et utilisent pour ça des stratagèmes et tout à fait honteux et plombent par-delà, comme je l'ai dit, le droit international. Et donc, avec cette différence que l'entité sioniste reconnaît son statut de puissance occupante, alors que le Maroc ne se reconnaît pas comme force occupante, mais on n'en a que faire de ce qu'il peut déclarer le Maroc. Pour nous, les Nations Unies le reconnaissent comme force occupante, c'est la résolution 34 de l'Assemblée Générale de 1979, et nous avons la résolution, comme je l'ai mentionné, 380, qui condamne sa marche sur le territoire, et nous avons également l'arrêt de la Cour internationale de justice le 16 octobre 1976 qui est tout à fait clair sur le fait que le Sahara ne relève pas de la souveraineté juridique du Maroc. Un arsenal juridique complètement puissant qui sera, à n'en pas douter, complété par la juridiction européenne qui devrait trancher cette année et qui normalement aura des répercussions économiques importantes sur l'exploitation des ressources naturelles sahraouies, ce qui pourrait effectivement hâter la décolonisation du Sahara, car le Sahara occidental est devenu une vache à lait pour le roi du Maroc et pour son régime. Rappelons que les phosphates sahraouis sont le gisement le plus grand au monde, exploité à ciel ouvert. Le régime l'utilise pour conforter sa présence au Sahara, sa présence coloniale, de même façon pour la pêche et autres ressources naturelles. Donc, si le marché européen, qui est le plus proche du Maroc et le plus rentable, n'est plus accessible aux produits sahraouis, je pense que les difficultés économiques s'ajouteront. Le Front Polisario s'emploie activement dans ce sens. Il a engagé bien comme il faut la bataille juridique. Après la décision de la CJUE, je pense qu'une nouvelle étape sera franchie en matière de pression économique sur le Maroc, ce qui rendra le Sahara occidental plutôt un fardeau pour le régime qu'une vache à lait. Très bien, donc merci El Kantiballa pour cette analyse. Beaucoup d'axes, j'aurais souhaité revenir sur beaucoup d'axes concernant le dossier du Sahara occidental. Aujourd'hui, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Il y a entre autres l'alignement de l'Ukraine sur les thèses marocaines, mais également les fausses informations sur l'émissaire onusien, la démission, l'éventuelle démission de l'émissaire onusien, de Mistura. Monsieur El-Riachi, rapidement. De Mistura, mais on fait tout pour le décourager. Oui. On fait tout pour le faire démissionner. Pourquoi? Parce que c'est la politique du Marzel de toujours décourager les envoyés personnels pour pouvoir malheureusement, c'est la fin de l'émission.
Très bien. Donc l'ONU, en tout cas, a nié toutes ces informations, a dit clairement que De Mistura n'a pas l'intention de démissionner de son poste. Au contraire, il a encore beaucoup de volonté pour continuer. Merci, en tout cas, El Kantib et Farid Ayashi pour leur contribution dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.